Nous allons accueillir Lara Vigneron. Donc, elle est cofondatrice du WELL, que nous connaissons bien, hein, Wallonia e-Health Living Lab. Elle accompagne pas mal de projets. Elle est titulaire d'un master et d'un doctorat en sciences de l'ingénieur. Elle accompagne depuis 6 ans maintenant des organisations telles que des hôpitaux, des villes, des entreprises, au développement de différentes solutions et de changements de pratiques. Elle sera accompagnée, et je les accueille sur plateau à distance en tout cas, bonjour, par Benjamin Fauquer, qui est médecin généraliste et qui est enseignant et chercheur au département de médecine générale à l'ULB, en particulier à propos du dossier de santé informatisé. Il est également fondateur du site d'information scientifique ebpracticenet.be. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. On vous écoute. Eh bien, merci pour cette introduction. Je vais partager mon écran, ma présentation. Voilà, c'est parfait. Bien, nous sommes donc ravis, Benjamin et moi, de pouvoir vous présenter les 8 principes directeurs donc, de technologie saine et en particulier au service des patients. Je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai un écho. Sur le plateau aussi, oui. Oui, il y a un petit écho. Il y a moyen de stopper ça? Voilà, c'est parti. Fait. Et donc, c'est un travail qui a été piloté par la Fondation Roi-Baudouin. Et en particulier, au niveau de la Fondation Roi-Baudouin, le fonds, excusez-moi, j'essaie de mettre mon écran correctement, le fonds Daniel de Koning qui a pour objectif en fait de renforcer la première ligne et de pouvoir vraiment aider à la fois au développement on va dire de et d'aide à domicile et également aider les professionnels de santé qui agissent dans ce sens. Alors, au niveau historique, dans ce fonds, il y a eu un appel à projet en 2018 qui visait spécifiquement la mise en œuvre de technologies à destination des personnes ayant besoin de soins et d'aide à domicile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, donc la Fondation a reçu énormément de réponses par rapport à cet appel à projet et des réponses tout à fait pertinentes. Donc, il faisait vraiment sens par rapport aux besoins des bénéficiaires, donc ici des personnes à domicile. Cependant, au niveau de l'analyse des réponses, au niveau de la Fondation, mais ils se sont rendus compte que quand même le secteur qui a répondu était relativement fragmenté, dans le sens où il y a eu beaucoup de réponses avec finalement des propositions relativement analogues, voire des propositions qui finalement existaient par ailleurs dans d'autres organisations. Et également, ce qu'ils ont remarqué, c'est que finalement, il y avait assez peu de collaboration entre des organisations, des personnes qui auraient eu tout intérêt à collaborer et qui manifestement ne le faisaient pas. Autre point, c'est que bon, l'appel était vraiment orienté sur le développement technologique. Il y avait peu, voire pas du tout de questionnement éthique par rapport à ce développement. Et enfin, la santé, alors que l'appel se voulait un appel par rapport à la santé au sens large, hein, la définition de l'OMS, finalement, les réponses ont été très, très orientées sur le point de vue médical de la santé. Donc, ce que les personnes de la Fondation qui gèrent ce fonds ont conclu, c'est que finalement le secteur avait peut-être besoin d'orientation en fait en matière de développement et d'introduction de cette technologie sur le terrain. Et donc, plutôt que, comme il était peut-être prévu de faire de nouveaux appels à projets, grâce à ce fonds, ils ont décidé de mettre ces appels à projets en pause et de lancer vraiment un groupe de réflexion pour quelque part apporter éventuellement ces orientations. Et donc un groupe a été mis en place pour répondre à la question suivante, c'est quel rôle veut-on voir jouer les technologies pour assurer une meilleure qualité de vie liée à la santé des personnes dans leur vie quotidienne, et ce à l'horizon 2030 pour pouvoir un peu inspirer les participants. Alors par rapport à ces questions, la définition des mots est évidemment importante. Au niveau des technologies, la question se voulait relativement large. Donc c'était toute technologie qui peut être liée de près ou de loin à la santé. Donc il y avait évidemment l'intelligence artificielle, mais pas que. Il y avait, vous pouvez considérer l'impression 3D, l'Internet des objets, etc., etc. Donc, on parle ici de qualité de vie liée à la santé. Donc, c'est bien sûr la santé physique, la santé mentale, mais c'était beaucoup plus large que ça. Donc, il y a qualité de vie, il y a l'autonomie finalement des personnes. On a considéré également l'environnement au sens large.
autour de la personne et tout ce qui est évidemment relations sociales, etc. Et enfin, dans la question, on parle de notion de vie quotidienne. Donc ici, c'était pour un peu sortir du cadre domicile, voire habitat, mais vraiment envisager un cadre de vie général en fait autour du patient. Donc que ce soit bien sûr à domicile, mais ça pouvait être également sur le lieu de travail, en consultation et de manière générale dans un environnement urbain, rural, etc. Alors, ça, c'était la première question. Et puis, la deuxième question, finalement, qui est quelque part la plus importante, c'est une fois qu'on a défini le rôle pour cette technologie, comment on peut y arriver? Et donc, la question sous-jacente, c'était quels principes, par exemple, on peut suivre, on peut mettre en œuvre dans le développement de cette technologie pour atteindre, finalement, le rôle qu'on veut leur voir jouer. Alors, il y a une vingtaine de participants à ce groupe de réflexion des 3 régions. Et en sachant que Benjamin et moi avons participé à ce groupe de réflexion, et donc c'est à ce titre qu'on est ici présent. Et ça a duré plus ou moins 6 mois au travers d'ateliers participatifs menés par une équipe de facilitateurs, en l'occurrence l'équipe de Alain Waters, qui a animé ça de manière tout à fait brillante durant ces 6 mois et qui continue d'ailleurs à travailler sur le sujet. Alors, je vais brièvement expliquer la méthodologie parce qu'elle est assez intéressante pour voir comment on est arrivé finalement à ces 8 principes. C'est une méthodologie basée sur ce qu'on appelle les futurs explorés, qui est une méthodologie qui peut être utilisée dans d'autres domaines. Et l'étape 1 de cette méthode, ça a consisté à déterminer finalement, donc à l'horizon 2030, quels sont les futurs plausibles. Alors, quand on dit plausible, c'est ni prédictif, donc l'objectif n'était pas de se dire, OK, où on en sera en 2030, ni souhaitable. Il n'y avait pas de jugement de valeur dans ces futurs à imaginer. Et à partir de là, déterminer finalement, donc toujours en lien avec le rôle des technologies, déterminer les facteurs externes ou les forces motrices susceptibles d'influencer le rôle de la technologie. Et donc, en pratique, on est arrivé, à force de réflexion, à une trentaine en fait, de facteurs, comme par exemple l'évolution du modèle de sécurité sociale, l'ampleur de la fracture numérique, etc. Sur base de ça, on est passé à la deuxième étape qui a consisté finalement à déterminer quelles sont les principales incertitudes. Et donc, c'était finalement se dire, OK, parmi tous les facteurs qu'on a identifiés, quels sont ceux qui apportent le plus d'incertitudes, éventuellement le plus d'impact sur ces futurs plausibles. Et donc, on est arrivé à 5 facteurs prépondérants, qui étaient la nature de la réglementation relative aux technologies. Et donc, par exemple, est-ce qu'on est plutôt sur un marché libre, totalement libre par rapport au développement des technos, ou quelque chose de beaucoup plus réglementé par les pouvoirs publics, par exemple. Il y avait également la question de la propriété des données des algorithmes, le degré de participation et d'engagement actif des citoyens, en particulier par rapport à la technologie, mais pas que, et donc comment les citoyens se sentent aussi impliqués par rapport à ces grandes questions et comment ils veulent agir, le degré de poursuite de réalisation d'objectifs communs par la société. Et donc, est-ce qu'on est plus vers... Donc, il y a des possibilités d'aller plus vers une société qui met en avant l'intérêt général ou plutôt une société où finalement, c'est les objectifs personnels qui prennent le pas. Et enfin, le degré d'innovation dans les business models. Et sur base de ça, les participants ont dû définir finalement les incertitudes clés. Donc, on devait en définir 2, finalement, ce que nous, on trouvait les plus importantes et finalement à la genèse quelque part de toutes les autres incertitudes, donc celles qui étaient indépendantes des autres et qui pouvaient amener les autres incertitudes. Et donc on a décidé d'aller vers l'engagement actif des citoyens et le côté d'objectifs communs mené par la société. Et sur base de ça, alors on est vraiment rentré dans le travail pour aboutir à ces principes directeurs. Et on a été divisé en 4 groupes. Et on a dû imaginer 4 mondes technologiques en 2030, avec donc ces deux variables-là. Et donc le premier monde a consisté à imaginer le monde en 2030 avec des citoyens passifs, donc plutôt dans de la soumission, résignation, la technologie est finalement une boîte noire. Donc les citoyens ne sont pas vraiment au courant de comment ça fonctionne, ils ne cherchent pas non plus à vraiment le savoir. Et dans ce même monde, on était quand même plutôt vers une société qui met en avant l'intérêt général, le bien commun. Le deuxième monde, c'était une société plutôt pour l'intérêt général, mais avec des citoyens actifs ici, donc qui participent à la société, qui vont plus vers l'autonomie et qui ont une bonne connaissance des technologies. Troisième monde, citoyens actifs, mais plutôt une société là où c'est les objectifs personnels qui prennent le pas. Et enfin, le quatrième monde, des citoyens passifs et une société plus individualiste. Et donc, dans chaque groupe, on a dû finalement réfléchir à
c'est quoi ce monde et en particulier le rôle de la techno dans ces différents mondes. Et ce qui était vraiment intéressant, moi par exemple, je me suis retrouvée dans le monde 4, donc avec des citoyens passifs et une société relativement individualiste. Donc au départ, on s'est dit, oulala, comment est-ce qu'on va imaginer ce monde et ça va juste être horrible. Et finalement, on s'est rendu compte, les différents groupes ont partagé que dans chaque monde, il y avait à la fois des choses positives et des choses négatives, donc de l'ombre et la lumière. Et c'est sur base de ça, en fait, qu'on a pu déterminer ces 8 principes directeurs. Alors, c'est quoi un principe directeur? Il y a certaines règles pour en définir. Et les règles peuvent être mémorisées par le mot guide. Donc, un principe directeur, il doit être guidant, c'est-à-dire qu'il doit fournir finalement des recommandations par rapport à ce qu'il promeut. Il doit être utile et donc il doit aider à faire des choix, à prendre des décisions. Il doit être inspirant. Donc en fait, derrière ça, il y a quand même des valeurs, des valeurs et des principes éthiques. Il doit être orienté sur le développement, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'adapter au contexte du développement d'une solution technologique, quelle qu'elle soit. Et il doit être solide dans la durée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le principe évolue en fonction du temps et en particulier au cours du développement des solutions. Et enfin, il doit être mesurable pour pouvoir l'évaluer. Et l'idée de ces principes directeurs, c'est vraiment de pouvoir finalement les contextualiser aux actions liées au développement de cette technologie pour quelque part en déduire des objectifs SMART dans le développement des technologies et donc de pouvoir se dire, OK, concrètement, si j'applique ce principe directeur à cette solution, qu'est-ce que je dois atteindre, qu'est-ce que je dois mettre en place, quel est mon plan d'action pour arriver à suivre ce principe directeur. Alors, les voilà, enfin. Je vous propose de passer à une petite vidéo qui va vous les présenter de manière un peu plus ludique que ce que je ne pourrais faire. Et donc là, c'est de votre côté que vous allez devoir lancer la vidéo. Notre monde a changé à bien des égards. Se connecter à distance est devenu une seconde nature. Comment pouvons-nous utiliser les technologies numériques pour mieux prendre soin de notre santé et de notre bien-être? Voici Ayana, Carole, Omar et Sophie. 8 principes directeurs permettent de s'assurer que les innovations dans les domaines de la santé et des soins améliorent leur qualité de vie. Promouvoir une technologie qui soit au service des gens et non l'inverse. Il y a quelques années, on a découvert qu'Ayana souffrait de diabète. Grâce à une combinaison de médicaments, de modifications de son mode de vie et d'un monitoring au moyen de capteurs et d'outils diagnostiques, elle a pu garder la maladie sous contrôle et améliorer sa qualité de vie. Développer un écosystème technologique inclusif. Carole est développeuse informatique. Un environnement interopérable et open source lui permet de créer des applications de santé sécurisées et largement disponibles en impliquant patients, professionnels de soins et aidants proches dans le développement de ces solutions pour s'assurer qu'elles répondent bien à leurs besoins. Fournir des informations fiables et pertinentes pour permettre un consentement éclairé. Omar est l'infirmier d'Ayana. Grâce aux explications claires et précises qu'il lui a fournies, elle a compris les avantages des capteurs et des applications et a accepté que ces données soient collectées à cette fin. Susciter la confiance grâce à la propriété des données. Ayana reste propriétaire de ces données. Lorsqu'elle a été contactée par Sophie, son médecin, elle a accepté de partager ces données de manière anonyme à des fins de recherche et pour affiner l'application sur laquelle l'équipe de Carole travaille. Faire de la littératie digitale et en santé des compétences de base. Depuis qu'elle a pris sa retraite, Ayana a reçu des formations gratuites sur les outils numériques, apprenant à utiliser son tableau de bord personnel pour gérer ses données et décider d'en autoriser ou non l'accès à d'autres personnes. Développer une gouvernance participative. L'application sur laquelle Carole travaille constitue l'une des pièces du puzzle. Les citoyens et les parties prenantes sont également représentés au sein du comité qui pilote le système d'innovation. Leur contribution permet d'ajuster les politiques là où c'est nécessaire. Évaluer et perfectionner les outils. Ayana, Carole, Omar et Sophie, comme tous les participants à l'écosystème technologique,
sont encouragés à surveiller et à évaluer la qualité et l'applicabilité de l'innovation en matière de santé et de soins. Agir pour améliorer le système dans son ensemble. Il existe des procédures pour garantir qu'à chaque mise à jour d'un outil, celui-ci reste conforme aux objectifs en matière de santé et de soins et qu'il respecte des principes éthiques tels que les droits de l'homme. Ceci ressemble-t-il à un monde dans lequel vous aimeriez vivre ? Que vous soyez citoyen, décideur politique, innovateur, professionnel de la santé ou du social, ensemble, faisons de ce monde une réalité. Voilà. Alors, voilà, les 8 principes vous ont été brièvement présentés. Il y a un document qui est téléchargeable sur le site de la Fondation Rabaudouin qui reprend dans les détails en fait vraiment ces 8 principes, qui va un peu plus loin dans la description et qui reprend également toute la méthodologie qui a été mise en œuvre pour arriver à ces 8 principes directeurs. Alors, ce qu'on voulait vous proposer maintenant, Benjamin et moi, c'est d'un peu finalement illustrer la manière dont ces principes directeurs peuvent être appliqués au niveau des différents projets, en sachant bien sûr que, voilà, enfin, en tout cas pour ma part, mais je pense la même chose pour Benjamin, finalement les exemples qu'on va vous montrer, c'est des projets qui ont démarré ou qui sont même réalisés entièrement avant la définition de ces 8 principes. Mais l'idée ici, c'est un peu de vous montrer comment finalement un tel principe peut être appliqué dans le cadre du développement de différents projets. Alors, je vais démarrer par le premier, et donc qui était finalement le principe de pouvoir promouvoir une technologie qui soit au service des gens, et donc en l'occurrence des patients, et non l'inverse, non la technologie pour la technologie. Et ce que je voulais voilà, vous montrer comme exemple, en fait, c'est un projet qui est en l'occurrence financé également par le Fonds Daniel de Koning, donc ce fameux appel à projet 2018. Qui a pour objectif le développement d'une application mobile pour des patients atteints de sclérose en plaques. Donc le WELL est partenaire de ce projet qui est porté en fait par le centre de Fréthur en Condro et le CHU de Liège, et où finalement on a pu je pense tout au long du développement de cette application, donc là on est vraiment à la toute fin, c'est en train d'être testé par une trentaine de patients, mais on a pu vraiment à chaque fois partir finalement des besoins des patients et leur demander à chaque étape du développement leur avis et voilà, la manière dont ils souhaitaient finalement faire évoluer l'application. Donc en pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier atelier, ici on voit une photo d'ailleurs de cet atelier, vous avez vu, c'est très beau ce jour-là, où on a un peu demandé à ces patients finalement quels étaient leurs besoins par rapport à leur prise en charge de manière générale, et également si on pouvait développer une application mobile, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser, tout simplement. Et puis à partir de là, la réponse a été oui. On a été évidemment un peu plus dans les détails, et c'est sur base des résultats de ce premier atelier qu'on a soumis un dossier à la Fondation Rabaudouin, qu'on a eu la chance d'obtenir. Et puis on a démarré finalement le développement de l'application, et pour ça, on est rentré vraiment dans des phases de co-création, toujours au travers d'ateliers participatifs avec les patients, pour finalement déterminer vraiment avec eux c'est quoi les fonctionnalités de l'application que vous souhaitez avoir. Et donc on a travaillé avec eux pour finalement après faire un partenariat avec une société qui est en train de développer l'application mobile, et maintenant les patients sont en train de tester finalement cette application mobile. Et donc tout ça pour dire que dans toutes les étapes du développement, les patients étaient finalement les parties prenantes les plus importantes. C'est avec eux qu'on a travaillé systématiquement, et c'est sur base de ce que eux nous ont rapporté que la solution a été développée. Alors pour le deuxième principe directeur, donc développer un écosystème technologique inclusif. Dans la vidéo, on parle beaucoup à ce niveau-là pour ce principe d'interopérabilité et d'open source. Un exemple qui est relativement connu en Belgique, en tout cas en région wallonne, c'est le software Hortank, qui a été développé par Sébastien Jeudonne, qui était à l'époque au CHU de Liège. Donc c'est un logiciel de transfert d'images médicales, donc qui permet vraiment une interopérabilité entre différents types de systèmes, les hôpitaux, etc., et qui est développé en open source. Donc Sébastien a eu d'ailleurs la chance,
pas la chance parce qu'il l'a fait, mais il a gagné un prix extrêmement prestigieux au niveau international de la Free Software Foundation pour ce logiciel. Et sur base de ça, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce logiciel, c'est qu'une société, la commerciale, la société Osimis, a développé des outils commerciaux sur base de ce projet open source qui permet finalement de montrer à quel point le fait que ce soit open source n'empêche pas en fait le développement économique de sociétés et donc du coup du territoire ici wallon. Au contraire, donc ce n'est pas toujours facile, mais c'est tout à fait faisable. Je te laisse la main, Benjamin. Oui, voilà, bonjour à tous. Oui, ces projets, ils ont été faits de manière assez plus antérieurs en tout cas à ce dont on parle aujourd'hui, et ils sont assez éloignés de ce dont on a parlé au début de la conférence, l'intelligence artificielle et tout ça, parce que moi je travaille sur le terrain en tant que médecin généraliste, et donc on a vraiment besoin de faire rentrer ces principes dans la vie de tous les jours des patients et des professionnels avec leurs contraintes habituelles de travail. Et donc par exemple, fournir des informations fiables, pertinentes, pour que les gens puissent appliquer une technologie ou bien utiliser une technologie. On s'est rendu compte que c'était vraiment très, très, très important, particulièrement pendant la crise Covid, qui a renforcé l'utilisation des technologies, par exemple. Et moi, je travaille dans une maison médicale ici à Bruxelles, la maison médicale Le Noyer, et une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par former nos professionnels, nos collègues. Donc on est 18 à travailler dans cette maison médicale, y compris les stagiaires, et à créer des documents, donc qui sont par ailleurs obligatoires depuis le RGPD. Vous les connaissez certainement, c'est la politique de confidentialité et la politique de sécurité, mais on en a fait des versions simplifiées et des versions pédagogiques avec des affiches. On les a intégrées dans News, le journal de la maison médicale. On en a fait des messages oraux et des messages écrits qu'on peut intégrer dans nos mails ou qu'on peut expliquer pendant les consultations. Et ça nous permet de les délivrer à nos patients, et aussi d'encoder leur consentement ou leur absence de consentement ou leur refus dans nos différents logiciels, de manière à avoir l'information ensuite pour pouvoir traiter les données correctement avec les patients. Donc, si tu passes à la dia suivante, il y a quelques grands termes qui sont rentrés dans le langage courant de la santé en Belgique. Donc, il y a RSW, le réseau de santé wallon. Il faut savoir expliquer ce que c'est aux patients. Il y a les emails. Donc, on a vu avec la crise Covid qu'on envoie énormément d'informations par email, mais c'est des emails gratuits de Hotmail, de Google, de Yahoo. C'est clairement pas idéal du tout. Théoriquement, c'est même interdit. Et on peut avoir des plaintes de patients pour ça vis-à-vis du RGPD. Et donc, c'est des messages qu'il faut finir par faire arriver aux patients. Et donc, pour ça, on a formé tout notre personnel, que ce soit à l'accueil, les kinés, les médecins, les infirmiers. Tout le monde a été formé. Donc, le règlement général sur la protection des données, on en a fait une affiche qui s'est bien améliorée depuis, mais qui expliquait un peu aux patients et qui était mise dans la salle d'attente et dans les cabinets. Expliquer ce que c'est qu'un SUMER. Donc le SUMER, c'est le dossier résumé des patients, le dossier médical résumé des patients, qui est partageable entre les médecins sur justement le réseau de santé wallon. Je ne vais pas réexpliquer tout ce que c'est ça ici, mais donc on a, nous, pour chaque patient pour lesquels on publie des SUMER, on ne les publie pas sans leur dire. On leur explique qu'on leur explique simplement qu'on va publier des données médicales qui seront disponibles pour les services d'urgence des hôpitaux et pour les collègues qui auront les droits d'accès. On leur explique que les droits d'accès sont donnés par la carte d'identité et que quand la carte d'identité est insérée dans un lecteur, on a les droits pour 1 an, mais que par exemple aux urgences, ils ont les droits pour 3 mois. Voilà, on leur explique des choses comme ça, très simples, mais qui sont passées maintenant dans notre pratique quotidienne. Et si les patients refusent qu'on publie les SUMER, clairement, on ne va pas le publier pour eux, ça peut arriver aussi. Ou alors dans des cas un peu particuliers où c'est vraiment important pour eux et qu'ils pourraient refuser quand même, on peut essayer de négocier avec eux
ces choses-là. Donc ça prend du temps aussi dans la pratique un petit peu, mais si on a les outils pour le faire, c'est franchement simplifié. Et voilà, on peut passer au principe suivant. Susciter la confiance grâce à la propriété des données. Et au partage des données surtout, là j'ai repris simplement des outils qui existent, hein. Donc vous connaissez tous maintenant le portail fédéral masanté.belgique.be sur lequel vous pouvez aller retrouver, donc c'est un début, hein, mais quelques éléments du dossier, de votre dossier médical, s'ils ont été publiés par votre équipe de soins, que ce soit la liste de vos médicaments, que ce soit vos derniers rapports et résultats, si on en a autorisé l'accès. Il y a encore des droits d'accès qui sont pas systématiquement automatisés. Ça dépend des spécialités médicales, ça dépend des lieux de soins, et c'est quelque chose qui est discuté régulièrement, par exemple au conseil d'administration du réseau de santé wallon qui est multidisciplinaire, mais ça avance. Et de plus en plus, on a des plateformes, vous savez, genre Espace Patient, j'en ai mis une ici en dessous en vert qui n'est pas très connue, qui s'appelle Beogo. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus connues, comme Elena, ou encore d'autres qui permettent aux patients de communiquer avec l'équipe de soins et de demander des ordonnances, d'avoir des résultats et de prendre des rendez-vous. Et donc ça, c'est beaucoup plus pertinent qu'un email pris sur un fournisseur gratuit auquel toutes les données appartiennent et qui sont donc absolument pas confidentielles. Donc, il faut essayer de renforcer l'utilisation de ce genre d'outils, tout en connaissant derrière exactement, normalement, quand vous signez un contrat pour ce genre d'outils, vous savez exactement comment les données sont traitées, quels sont les espaces de confidentialité et de sécurité. Voilà, surtout qu'ici en Europe, on est assez bien loti avec le règlement pour la protection des données, même s'il a des failles, c'est déjà un bon début. Tu peux passer à la dia suivante. Et ça, je ne sais plus si c'était toi ou si c'était moi qui expliquais ça. Je pense que c'est moi. Donc, c'est faire de la littératie digitale et en santé des compétences de base. Donc ici, ce principe directeur parle aussi finalement de personnes vulnérables, d'inégalités. Et si ça représente un projet qu'on a mené, qu'on vient de terminer en fait avec la ville de Anu, qui est une étude d'impact santé, appliquée en fait à un projet à la base Smart City qui n'a rien à voir avec la santé, qui est un projet plutôt de mobilité et d'aménagement du territoire. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'objectif en fait est d'enrichir le projet initial pour maximiser les impacts sur la santé, donc les impacts positifs et réduire les impacts négatifs, mais également réduire les inégalités. Et donc, dans le cadre de ce projet, ce qui a été fait, c'est par rapport à toutes les actions initialement définies dans ce projet ici, Ride and Buy, ça a été de déterminer en fait les publics cibles et surtout les publics quelque part exclus ou désavantagés. Et donc, ça veut dire qui soit ne pouvaient pas bénéficier de toutes les actions du projet, soit en bénéficier, mais de manière partielle. Typiquement, dans ce projet, il y a la volonté de développer une application mobile, donc à destination des personnes, entre autres, qui fréquentent le centre-ville de Anu, dans les publics exclus finalement par rapport à cette je vois un message qui me fait un pop-up, par rapport à l'application mobile, typiquement les personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui n'en veulent pas ou qui ne savent pas correctement l'utiliser font partie des personnes désavantagées par rapport au projet. Et donc l'objectif de l'étude a été vraiment de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Comment on peut quelque part enrichir le projet pour s'assurer que ces personnes, d'une manière ou d'une autre, elles puissent au maximum bénéficier quand même de ce qui est réalisé dans le projet. Oui, c'est une très bonne transition avec le développement d'une gouvernance participative. Donc l'exemple suivant, c'est un projet qui malheureusement n'a pas fonctionné, et tu peux montrer la dia suivante, qui s'appelait Topaz, qui est un projet de logiciel de première ligne qui regroupait des travailleurs de terrain de différents centres de santé du secteur social santé. Donc vous voyez ici en bas, vous aviez aussi bien la santé mentale que le social, que la gestion, ça pouvait être aussi la gestion du centre de santé avec ses finances, ses ressources humaines, etc. Et il y a un groupe patient qui a été inclus. Donc on avait une série de groupes de travail qui chacun avait voix au chapitre sur les fonctionnalités d'un module, et tous ces modules étant interopérables au sein d'une seule application qui permettait d'échanger
différentes données avec différents droits, bien sûr, etc. Donc malheureusement, le projet, pour plein de raisons que je ne vais pas exposer ici, n'a pas pu se poursuivre. Mais c'est un projet d'ailleurs aussi open source. Mais en tout cas, il y avait une volonté dès le départ d'avoir une gouvernance participative, et en particulier pour les patients qui font partie de minorités, des patients, que ce soit aussi bien des patients, par exemple, toxicomanes et d'autres types de patients qui n'ont pas de carte d'identité, par exemple, parce qu'ils ont perdu leurs droits sociaux pendant un temps limité. Des patients, en fait, avec lesquels on travaille tout le temps et dont notre objectif, c'est de pouvoir garder leur insertion dans une vie sociale et générale. C'est extrêmement important pour ça d'avoir un accès aux outils numériques aussi. Je vais passer au principe suivant simplement. Donc, évaluer et perfectionner les outils. Là, j'ai pris comme exemple simplement quelque chose que sûrement tout le monde connaît ici, mais bon, ça a l'avantage de déjà exister. C'est le Mobile Health, donc c'est le site fédéral qui a mis en place 3 niveaux de certification pour les différentes applications belges. Donc, le premier niveau, c'est un dispositif médical qui est certifié de manière européenne. Ensuite, on doit prouver que les algorithmes et les techniques, les processus utilisés, ils sont sécurisés. Voilà, pour transférer les données de santé correctement et que ça ne tombe pas dans les mains d'une assurance, par exemple. Et puis, le troisième niveau, le plus exigeant et le plus difficile, et ça, il y a déjà plusieurs intervenants qui ont évoqué aujourd'hui, c'est le fait de montrer une efficience médicale, clinique, un résultat, et d'avoir un remboursement par l'INAMI. Et donc, ça, je pense que ce genre de certification, valable pour tout le monde et pour tous les concepteurs de logiciels, je pense que c'est une manière d'évaluer et de perfectionner les outils qui est pas trop mal. Hein. De toute façon, quel que soit le domaine, la certification, c'est un outil qui est utilisé dans tous les États du monde. On peut passer au principe suivant. Oui. L'autre, effectivement, donc il y a un autre exemple pour toujours en fait autour de la labellisation. Donc il y a le projet 150 nuances d'e-santé qui est porté par le patient numérique. C'est assez complémentaire de la certification que Benjamin vient de présenter au niveau fédéral, où là en fait ils ont développé vraiment une évaluation critères à la fois de la société et de la solution qu'elle propose. Alors au niveau de la société, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre finalement la santé financière de la société, histoire de ne pas aller par exemple en tant qu'acheteur prendre des solutions d'une société qui dans 6 mois n'existera plus. Mais c'est également donc de manière assez similaire des questions d'interopérabilité, de sécurité des données, etc. Et aussi, ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est la notion de cas d'usage. Et donc, dans cette évaluation, il y a vraiment une étude sur l'usage de cette solution, est-ce qu'elle correspond bien à des besoins identifiés pour les futurs bénéficiaires. Donc ça, c'est vraiment un énorme atout de ce projet 150 nuances d'e-santé. Voilà, et je termine en 2 mots parce que le temps est terminé depuis un petit moment. Donc, améliorer ensemble le système dans son ensemble. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours, qui est un projet de recueil de données au sein de la Fédération des maisons médicales, dont j'ai pas mis le logo ici malheureusement. Mais dans ce projet, et c'est date déjà de 2013, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Mais on avait montré qu'on suivait les patients diabétiques avec les différents indicateurs de santé que vous voyez à l'écran ici. Aussi bien, on les suivait aussi bien ou aussi mal parce que c'était loin d'être idéal. Les patients qui sont bénéficiaires de l'intervention majorée que ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l'intervention majorée, aussi bien pour le suivi des indicateurs en haut que pour les indicateurs de résultats, les 4 à droite qui sont en bas. Et ça, c'était sur une 50aine ou une 40aine, je ne sais plus, de maisons médicales. Donc c'est très important pour les utilisateurs de terrain, les professionnels métiers, de voir que ça a un impact, un bon encodage par exemple, avec un système de recueil de données adéquat, et ça implique plein de choses au niveau des processus, et a un impact sur leur pratique et qu'ils peuvent continuer à améliorer le système de santé de la manière qu'ils avaient voulu avec leur valeur de départ. Voilà, simplement ce que je voulais dire pour la fin.
Dernier slide. Si vous êtes séduit par ces 8 principes, sachez que vous pouvez en fait souscrire à ces 8 principes, soit en votre nom personnel, soit au nom de votre organisation, et vous pourrez trouver le moyen de le faire sur le site du Fonds Daniel de Koning. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé, la Fondation organise une rencontre le 31 mars, donc la semaine prochaine, de 9 à 11 heures. Il faut savoir que voilà, ce qui a été réalisé jusqu'à présent, c'est la définition finalement de ces 8 principes. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment se les approprier en tant que personne, en tant qu'organisation et comment les mettre en œuvre. Et pour ça, c'est finalement une deuxième trajectoire de travail qui va démarrer. Le travail est ouvert, donc la réflexion est ouverte. Et donc, toute personne intéressée par le sujet peut venir à cette rencontre-là semaine prochaine. Voilà. Merci Lara et Benjamin. Je pense qu'en effet, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les autorités, mais aussi les entreprises actives dans ce secteur et même les utilisateurs s'approprient ces 8 principes directeurs.